C'était la première fois que je voyageais seul. Mon objectif, la Hollande. Cette échappée à travers le plat pays avait pour intention de me retrouver face à moi-même. Je l'espérais. Allais-je trouver mes réponses ailleurs plutôt que chez moi? Voilà la raison. Celle qui m'a emmené là, à arpenter les dunes sableuses, bordant la mer des Wadden. Même s'il ne sert à rien, le vent l'emportera. Mon errance commençait là où les humains s'agglutinent. La neutralité des Pays-Bas au début de la Seconde Guerre mondiale n'avait pas empêché l'armée allemande d'envahir la contrée. Rotterdam avait été le théâtre de ce qu'allait subir Utrecht ou Amsterdam si les Néerlandais ne capitulaient pas face à la Wehrmacht. La paix la plus désavantageuse est préférable à la guerre la plus juste, disait Erasme. N'est-ce pas un paradoxe? Là où sa cosmovision portait sur le déplacement intellectuel, moi, je démarcherais physiquement pour tâcher de comprendre. La guerre avait laissé place aux lignes. Dans les années 70, Piet Blom traça des lignes nouvelles. Elles deviendraient des maisons cubiques. Je ne savais pas si ces tracés anguleux étaient d'abord de l'art ou s'ils avaient une utilité parmi les bâtiments rectangulaires qui leur servaient de nid. Leur intérieur ne m'inspirait ni beauté ni émerveillement, mais elles éveillaient malgré tout ma curiosité. Peut-être me manquait-il la sensibilité de l'art de bâtir pour comprendre ces bâtisses orthogonales. People went into their high. From the start, they didn't know exactly why. Winter came, made it so. Look alive, look alive. Underneath the grass would grow, aiming at the sky. Rotterdam me paraissait oubliable pour qui cherche l'histoire et les vieilles pierres, comme en offre Berlin ou Amsterdam. Pourtant, elle possède un charme discret. Le voyageur de passage pourra au moins se réjouir d'y avoir posé le pied. Je n'y ai pas trouvé le coup de foudre urbain, mais la ville méritait que je m'y attarde quelques heures. Les vents balayaient les hauteurs. Les eaux gagnaient les terres.
Le paysage s'était façonné ainsi. Au XIIIe siècle, les Hollandais dressèrent des digues, creusèrent des canaux, élevèrent des moulins. L'homme s'était mis en marche. Il traçait des routes, perçait des tunnels, apprivoisait le ciel. Mais l'eau lui résistait encore. Des siècles plus tard, l'UNESCO posa son titre sur ces 19 moulins formant la chaîne la plus connue des Pays-Bas. Je venais d'un pays qui se disait roi du fromage. Ici, on ne cherchait pas la couronne, mais la durée. La France célébrait le comté, le camembert ou encore le chèvre. La Hollande, elle, consacrait le gouda, le bimster et les dames. Le gouda ne naquit pas vraiment en ville. Il y fut simplement échangé, pesé et vendu au marché. C'est dans les campagnes environnantes que ce fromage à pâte dure prit forme, baigné de saumure. Y passer sans y goûter serait un crime que les autorités locales ne pardonneraient pas. Un vieux moulin tournait encore, docile à la volonté du vent. Depuis 3 siècles, il trônait là. Il avait vu les marchands marchander, les habitants habiter et des visiteurs visiter. Quelques pigments bleus sur une faïence blanche offrirent à Delft une renommée mondiale. Un patrimoine fragile, désormais menacé par les contrefaçons asiatiques. Nos bols bretons portaient déjà l'inscription fabriquée en Chine. J'espérais trouver ici une terre de faïence, encore épargnée par cet aveu. Je troqua les rues pavillonnaires contre les chemins des espaces naturels. Je m'y sentais mieux. Aux Pays-Bas, comme dans une grande partie de l'Europe, nous avions choisi de gérer la nature en la délimitant en zones. Parcs ou réserves se distinguent surtout par leur cadre juridique. Les réserves portaient davantage sur la limitation d'une seule espèce, l'humain, tandis que les parcs garantissaient la préservation de la nature, tout
tout en continuant les activités humaines de manière encadrée. Sur le chemin de Leiden, je vis ce moulin au milieu d'un champ. Quelle chance poétique, me dis-je. J'étais le seul vagabond dans les parages. Peut-être que les gens se lassent des moulins une fois qu'ils ont vu se répertorier sur les guides internet. Tant pis pour eux, tant mieux pour moi. Leiden était la peinture de Rembrandt. Au cœur de ces rues, sa jeunesse semblait encore interroger l'homme qu'il deviendrait. Que pouvait-il bien se dire ? Grâce à l'art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier. Et autant qu'il y a d'artistes originaux, autant nous avons de monde à notre disposition. Rembrandt peignait, moi je filmais, plus tard je raconterai. L'un des plus grands symboles hollandais se composait de 6 pétales au camailleux remarquable. Le plus grand parc de tulipes au monde offrait aux visiteurs la découverte de dizaines d'espèces toutes singulières. Pourtant, une frustration me traversa. Y avait-il plus de touristes ou de tulipes dans ce parc ? Je me demandais si fuir cette pollinisation humaine me conduirait vers un champ de tulipes
certes cultivée, mais éloignée des allées aseptisées de Keukenhof. Je m'exilais donc. Je n'eus pas besoin de détourner la carte pour voir ces cultures. Elles étaient déjà sur mon chemin. La terre du Nord offrait ses étendues florales. La mer du Nord dévoilait ses grandes plages de sable. Se perdre à Utrecht donnait l'opportunité d'apercevoir une soucoupe encastrée dans un bâtiment. Une créature aux longues oreilles. Et cette statue saisissante, à l'effigie d'une femme, rappelant le rôle des résistantes d'Utrecht. Cette ville dévoile ses physionomies le long des canaux. Aux Pays-Bas, une ville sans canaux reviendrait presque à retirer les temples des terres japonaises. Après avoir porté mes lèvres sur le gouda, je décidai de les poser sur les dames. Cette charmante cité côtière porte encore l'héritage fromager de ce disque orangé aux courbes parfaites. À l'échelle 1/1000 d'une carte, les rues de la ville deviennent des ruelles et les canaux des ruisseaux. Mais c'est justement ce cadre intimiste qui donne à Edam sa singularité. La palette de couleurs de ce matin-là opposa deux tonalités radicalement contraires. Mais la nuit étant sur le point de basculer, c'est le soleil qui remporta ce duel, très vite battu lui-même par la mer du ciel.
L'île de Marken offrait aux leftos de nombreuses possibilités. La première était de fuir la masse humaine à la pleine journée. La seconde, assister au réveil de ce rocher bordé par la mer. Et la troisième, celle de se laisser traverser par une nuée d'oies cendrées. J'avais pris cette île pour un morceau de côte. Je me trompais. L'eau qui l'entourait était douce. Marken est ancrée dans la Gousie, une partie du vaste lac de Markermer. L'île offre la majeure partie de son territoire à l'agriculture ainsi qu'à la faune et la flore. En son centre, les façades colorées s'accordent naturellement avec la géographie des lieux. Le contraste fut brutal. Quelques heures plus tôt, seuls le vent et les oiseaux occupaient l'espace. Désormais, la ville jouait sa propre partition. Amsterdam n'avait pas besoin de ma voix.
À seulement 30 minutes du continent, Texel est la plus vaste des îles Frissonnes. Ici, chaque jour, une poignée d'humains se lève pour protéger ce que nos activités ont rendu vulnérable. Wat netjes verwerkt hebben, dan komen ze wel op dezelfde water in. En worden ze leren weten hoe ze moeten jagen, dan leren ze allemaal. Je finirai mon échappée sur les dunes sableuses bordant la mer des Wadden. J'étais parti pour me retrouver face à moi-même. Du début à la fin, j'avais été seul avec du monde autour. Mais ce soir-là, sur cette île, pour la première fois, j'avais pour seule compagnie la nature la plus sauvage des Pays-Bas. C'est au garçon que j'avais laissé 9 ans plus tôt qu'il revenait d'apporter mes réponses. Peut-être avais-je mal interprété le message de Rembrandt. Il interrogeait sa jeunesse. J'en ferais autant.